Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. 2 jours pour tenter de définir les futures coopérations internationales. Le Forum de Paris pour la paix qui a pris fin ce mercredi a mis l'accent sur le multilatéralisme dans un monde confronté à une fracture géostratégique, économique et technologique. Le moment pour investir en Afrique, c'est maintenant. Les dirigeants du continent sont convaincus et ont appelé lors du Forum africain pour l'investissement les opérateurs économiques étrangers à saisir les opportunités. Puis le Cameroun, désormais à un pas de Tokyo, les Lions indomptables se sont imposés 2-1 face à la Côte d'Ivoire ce mardi lors de la manche retour du 4e tour des éliminatoires pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Une approche différente pour une solution durable. La 2e édition du Forum de Paris sur la paix qui s'est tenue en région parisienne a mis l'accent sur l'importance du multilatéralisme dans la gestion des crises. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. Parmi eux, une dizaine de dirigeants africains. Concernant l'Afrique, justement, la situation sécuritaire, notamment au Sahel, était au cœur des échanges, comme nous l'explique le président tchadien Idriss Déby Itno au micro de notre envoyé spécial Paul de Singwe. Monsieur le Président, votre pays, le Tchad, est engagé depuis plusieurs années dans une lutte contre le terrorisme dans la région Afrique centrale et même au-delà, dans la région du Sahel. Quelle est la situation, où êtes-vous dans ce combat ? Bon, la situation telle que vous le connaissez très bien d'ailleurs au niveau de l'Afrique média parce que vous suivez les actualités africaines, ça c'est Africa 24, oui. Vous suivez les actualités en Afrique très très pointues et je suis souvent votre chaîne, c'est très bien. Ce qu'il faut dire c'est que pendant longtemps nous avons nous avons mis notre stratégie pour lutter contre le terrorisme dans 2 régions, dans la région bassin du lac Tchad et dans le G5 Sahel. Le Tchad est dans les 2 contingents. La force mixte multinationale au niveau du bassin conventionnel du lac Tchad et G5 Sahel, force conjointe G5 Sahel au niveau du Sahel aussi. Nous sommes présents, comme vous le dites, aussi au Mali, au même titre que nous sommes présents au Nigeria aussi. Donc, en gros, même si Boko Haram et les djihadistes ont une certaine résilience qui vient du fait que la Libye n'est pas un pays contrôlé, n'est pas un pays où il y a des institutions. La Libye, c'est un pays en guerre et tout ça. Cette résilience vient de la Libye, en armes, en formation et aussi en renfort en hommes aussi vient de la Libye. Ce qui fait que quelquefois, peut-être que les Africains sont pressés, voire comme si on ne fait rien. Mais ce qu'il faut faire, on est en train de faire beaucoup de choses. Nous combattons. Chaque jour, nous avons déjà des soldats morts, des soldats blessés. Mais en fin de course, je pense que il n'y a pas une solidarité assez agissante de l'extérieur, de nos amis, c'est-à-dire soit européens, soit même, je dirais, dans les autres régions du globe. Il n'y a pas beaucoup qui nous soutiennent. Ça, c'est malheureux. Mais je pense que nous mettrons nos propres moyens et nous gagnerons cette guerre. L'Afrique doit gagner cette guerre. Cette guerre n'est pas simplement une guerre des pays qui sont dignes de front, de G5 Sahel, ou bien simplement une guerre qui concerne les pays du bassin du lac Tchad. Comme à l'image du sommet de la CEDEAO qui avait contribué pour $1 milliard pour le G5 Sahel, ça c'est une contribution africaine. Nous on demandait en son temps que $400 millions. On n'a pas eu. On nous a promis, mais on n'a jamais eu. Mais la CEDEAO vient de nous donner $1 milliard en fait, de $. Donc c'est une opportunité qui nous permet de dire que rassurez-vous que nous allons gagner cette guerre et cette bataille. Nous allons gagner la guerre contre le terrorisme par les Africains
pour les Africains. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. C'était le président Idriss Déby de la République du Tchad. On le rappelle, plusieurs chefs d'État prennent part à cette deuxième édition du Forum pour la paix de Paris, notamment le président Paul Biya du Cameroun et puis le président invité d'honneur, Félix Tshisekedi. Et avec nous sur ce plateau pour décrypter cette actualité, Monsieur Abdou Karimou Maïga, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du Conseil national de la jeunesse du Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors tout d'abord, Monsieur Maïga, on a remarqué une forte présence des dirigeants africains. Quel est l'enjeu d'un tel événement pour notre continent ? Et merci bien de nous avoir invités sur ce plateau d'Africa 24. L'enjeu pour les pays africains, à mon avis, c'est l'enjeu vraiment du multilatéralisme, d'agir ensemble, de considérer que la paix et la sécurité passent par l'action collective. Du coup, comme on le dit en Afrique, si ta maison brûle, il faut y penser. Si la maison de ton voisin brûle, il faut y penser à la tienne. Parce que c'est très important. Donc, cet enjeu, c'est vraiment de pouvoir que la communauté internationale, ainsi que tous les partenaires au développement qui agissent pour un monde libre, un monde de paix, puissent vraiment aider et appuyer les États sahéliens, n'est-ce pas, à juguler, n'est-ce pas, et à stabiliser, à nous éviter la terreur qui se passe actuellement dans le Sahel et dans certains pays africains. Alors, justement, c'est la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix. D'autres événements du genre sont régulièrement organisés. On a l'impression, finalement, qu'on se rencontre beaucoup, qu'on parle beaucoup, mais que dans les faits, il n'y a pas véritablement de changement. Il y a quelques jours encore, le Mali et le Burkina Faso ont été frappés par des attaques meurtrières. C'est une situation qui fait douter finalement sur la volonté réelle des dirigeants de ce monde d'œuvrer pour une paix durable. Qu'est-ce que cela vous inspire? Effectivement, et ça c'est l'une des préoccupations majeures de la jeunesse africaine et particulièrement celle du Mali. Parce que nous, on pense que les forces internationales, la force onusienne, la force Barkhane et toutes les forces du monde sont présentes au Mali. Donc, du coup... Pourtant, la situation ne semble pas s'améliorer. Pourtant, la situation ne s'améliore pas. Du coup, on ne voit pas leur efficacité. On sent que, à peu près, les populations sentent que ces forces sont inutiles. On se pose la question, sont-ils là? Pourquoi? Sont-ils là pour nous? Ou bien pour eux. Nous savons la géopolitique, c'est que c'est des intérêts. Mais d'abord, il faut stabiliser. Après, on parle des intérêts. On ne peut pas discuter. On ne peut pas améliorer la situation dans une situation d'instabilité. Vous venez de le dire. Le Mali, beaucoup de soldats sont tombés, ainsi que dans le Sahel, au Niger, au Burkina et autres. Donc aujourd'hui, franchement, les populations sentent réellement que les dividendes de la paix qui ont été promis à travers la résolution du Conseil de sécurité qui a amené ces forces-là et également à travers la France, on sent que nous n'avons pas les bénéfices. Donc du coup, aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre les populations et la communauté internationale présente, et également une crise de confiance entre les États, parce que tout le monde sait que les États sahéliens sont des États défaillants. Donc, et effectivement, il y a plusieurs causes, on ne va pas les détailler, mais l'appui nécessaire de la communauté internationale est nécessaire, particulièrement celle de la France. Pourquoi? Parce qu'il est important qu'on fasse une compréhension commune des problèmes et qu'on accepte également une responsabilité commune. Mais quelle forme doit prendre cet appui? S'agit-il d'un appui financier aujourd'hui, d'un appui militaire? Quelle est l'urgence? Est-ce que les pays africains aujourd'hui ont une véritable stratégie de lutte contre le terrorisme? C'est ça le souci. Moi, à mon avis, ce n'est pas des questions d'argent, d'abord. Parce que les djihadistes qui sèment la terreur arrivent à le semer, alors ils tirent leur source de revenus où? Des mines d'or illégales et autres, de la drogue et autres, et d'autres trafics. Donc ce n'est pas une question d'argent, parce qu'ils ne sont pas plus riches que les États. Mais c'est une question de volonté politique ferme de la part
n'est-ce pas, des dirigeants du monde, et particulièrement de la France. Quand je dis volonté politique ferme, c'est vraiment une volonté réelle de pouvoir stabiliser, de ne pas mettre nos intérêts, les intérêts de ces États en avant celles de ces États-là qui doivent être stabilisés. Un seul exemple, quand on faisait l'intervention militaire en France, le Mali a dit non, pas d'intervention au sol. C'était une volonté de cet État, mais 2 jours après, cette volonté a changé et il y a eu des troupes au sol, quand même. Donc ça, c'est un exemple. Donc il va falloir respecter la volonté des États. Et ce qu'ils veulent, même si les États ont une stratégie, il faut que cette stratégie soit validée, acceptée par la communauté internationale. Si la stratégie n'est pas suivie, du coup, on sent que bon, chacun est là pour défendre ses intérêts et tant pis pour les populations quoi, qui meurent, Alors concrètement, Monsieur Maïga, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce 2e Forum de Paris sur la paix? Quelles ont été les conclusions? Alors, la 2e édition du Forum de Paris pour la paix, d'abord, j'ai dit chapeau aux organisateurs. Parce que réunir un tel monde, et vraiment, ça a été un espace d'échange. On a tout de même remarqué l'absence des grandes puissances internationales. Oui, tout à fait. Parce que le problème de la paix, bon, certainement, comme vous l'avez dit, l'un des sujets majeurs, c'était le Sahel. Bon, du coup, ça prouve également que beaucoup ne sont pas intéressés à ce qui se passe. Ils ne se sentent pas concernés. Et nous avons payé le prix fort. Parce qu'à l'époque, les Africains, nous ne nous sentions pas concernés par le terrorisme. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de payer le plus fort. Donc, faites attention. Et ça peut aussi, les autres aussi peuvent connaître ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il faut dire que ça a été vraiment un espace d'échange d'expériences. Et les conclusions qu'on peut tirer, c'est qu'il faut qu'il y ait un multilatéralisme agissante, comme l'a dit le président Déby. Et bon, demander les moyens, on n'en a pas eu, c'est vrai. Mais tant qu'on continue à quémander de l'argent, alors on ne pourra pas l'avoir. Donc il va falloir une mobilisation générale, collective et surtout de la jeunesse africaine. Justement, vous êtes le secrétaire général du Conseil national de la jeunesse malienne. Une dernière question très rapidement. Quel rôle peut jouer la jeunesse justement dans la lutte contre l'extrémisme sur le continent? Alors, je pense que la jeunesse africaine, et particulièrement celle du Sahel et du Mali, ont un rôle historique à jouer. Parce que chaque génération a un devoir. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de pouvoir régler ce problème définitivement à travers la mobilisation collective et une prise de conscience individuelle de chaque jeune du continent pour que ensemble nous puissions porter des initiatives, des actions en faveur de la paix, de la consolidation de la paix et de l'extrémisme violent. Merci à Monsieur Abdou Karimou Maïga d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Conseil national de la jeunesse malienne. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Dans l'actualité également, agir rapidement pour libérer notre potentiel. Voilà en substance quel a été le mot d'ordre du Forum pour l'investissement en Afrique qui s'est tenu à Johannesburg. Mais pour agir vite, il faut des fonds. Les investisseurs sont donc appelés à miser sur l'Afrique qui est aujourd'hui la région du monde la plus rentable. Les détails avec Richard Togbe et Corinne Kamdem. Protection de l'environnement, commerce, nouvelles technologies, infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, énergie, agriculture. Plus aucun domaine n'échappe à la Banque africaine de développement et à ses partenaires. Et la 2e édition du Forum pour l'investissement en Afrique qui a pris fin ce 13 novembre à Johannesburg en Afrique du Sud l'a montré. 67,6 milliards de dollars d'intérêts d'investissement entre acteurs économiques, soit une augmentation de 44% comparée à la première édition de novembre 2018. Si celle-ci a déjà été un grand succès, la 2e édition l'est encore davantage selon ses organisateurs et participants. J'ai toujours pensé que c'était le moment de l'Afrique. Je pense que nous nous sommes laissés tomber en tant qu'Africains. Et nous réalisons aujourd'hui que le temps a toujours été le nôtre et que nous devons saisir toutes les occasions qui s'offrent à nous et être au niveau où nous aurions dû être depuis longtemps.
Avec une classe moyenne en pleine expansion, une population elle aussi en plein boom et jeune, l'Afrique a besoin d'investissement. Et le Forum pour l'investissement en Afrique se veut une plateforme transformationnelle des économies du continent grâce notamment à la mobilisation du secteur privé et de toutes les catégories sociales. L'Afrique ne demande pas la charité, elle recherche des investissements. Et ce forum continuera à faire valoir cet argument pour l'Afrique. Pas en parlant uniquement, mais en montrant aux investisseurs que les opportunités d'affaires bancables existent. Les transactions peuvent être clôturées et nous sommes sur cette plateforme pour aider les investissements à atterrir en Afrique. Après la signature de plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux dans divers domaines, les 2200 participants à la deuxième édition du Forum pour l'investissement en Afrique en sont convaincus. L'Afrique est devenue le centre d'affaires du monde. Et l'édition de cette année de prendre fin toujours avec la formule culte « If you are not in Africa, you are not in business ». Un calme inhabituel règne dans les centres de santé en Côte d'Ivoire. Les professionnels du secteur observent depuis ce 11 novembre une grève de 72 heures pour réclamer de meilleures conditions de travail et de vie. Un mouvement d'humeur qui pourrait se prolonger s'ils n'obtiennent pas satisfaction. On fait le point tout de suite dans ce reportage d'Olivier Diacotan, notre correspondant à Abidjan. En Côte d'Ivoire, des agents de santé se réclamant de la plateforme des syndicats de la santé font une grève de 72 heures du 11 au 13 novembre 2019. Personnel technique, médical, administratif et contractuel issus des 7 syndicats de ce secteur réclament ainsi de meilleures conditions de vie et de travail et menacent de reconduire la grève pour une durée illimitée après une assemblée générale prévue ce 13 novembre 2019. Nous constatons que nos structures de santé en Côte d'Ivoire ne sont pas suffisamment équipés. Nous revendiquons l'octroi d'une prime fixe trimestrielle et d'indemnités de logement à tous les agents du secteur de la santé. Nous exigeons l'octroi d'une prime de risque de 75 000 francs. Nous sommes ici au centre hospitalier universitaire de Cocody à Abidjan. Le service minimum est assuré par certains agents, quoique plusieurs départements ne reçoivent pas à cause de la grève. Nous sommes un peu craintifs. Notre souhait, c'est que cette grève puisse cesser le plus rapidement possible pour qu'on puisse prendre les cas un peu plus urgents. Voilà. Parce que depuis lors, nous attendons un bulletin pour faire une radio. La grève vient faucher un peu ce programme. Donc nous sommes beaucoup soucieux. Notons que la Côte d'Ivoire compte en 2019 plus de 32 000 agents de santé dans le public qui couvrent 60% de l'offre des soins selon des syndicalistes. À la page sport, les éléphants se sont heurtés au réalisme des lionnes indomptables. Les filles d'Alain Diomfa se sont imposées 2-1 ce mardi face à la sélection ivoirienne lors d'un match comptant pour les éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Prochain adversaire et non des moindres, la Zambie qui jusqu'ici a effectué un sans faute. C'est un reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Difficile match retour entre les Lionnes indomptables du Cameroun et les éléphants de Côte d'Ivoire ce 12 novembre 2019 à Yaoundé. Mais les Lionnes l'ont fait, obtenir leur qualification pour le dernier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Une victoire laborieuse et difficile à conquérir avec des Ivoiriennes qui ont fait parler leurs atouts tactiques face à une jeune équipe camerounaise. La première chose à retenir, c'est la qualification. Dans la douleur, à la dernière minute certainement, mais je pense que l'essentiel a été fait. Les Lions indomptables ne sont pas tombés à domicile, mais ça n'a pas été un match facile pour les Camerounaises, qui à un moment, à mon avis, ont un tout petit peu trop respecté la Côte d'Ivoire. Les Camerounaises, quand on a essayé de jouer à leur véritable niveau, ont marqué un but. L'ouverture du score à la 27e minute par la Lionne Charlène Meyong Ménéné a donné le ton de la rencontre. En seconde période, les Ivoiriennes ont sonné la révolte à la 47e minute grâce à l'égalisation de Rebecca Eloamon. Mais les Lionnes téméraires ont transformé leur pénalty pour dompter définitivement leur adversaire. C'était à une très belle rencontre. Le prochain tour, c'est Cameroun-Zambie, deux styles, anglo-saxon et francophone. Donc moi, je pense pour ma part que c'est le niveau du football féminin africain qui est en train de monter. Maintenant, aujourd'hui, on ne dit plus Cameroun, Afrique du Sud ou Nigeria contre. Je rappelle que c'est la Côte d'Ivoire qui sort le Nigeria. Donc vraiment satisfait du niveau de jeu, même si la victoire fut laborieuse pour les Lions. Qualifiés pour le 5e et dernier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020,
Les Lions doivent redoubler d'ardeur. Leur prochain adversaire, la Zambie, a réalisé jusque-là un sans faute, battant tous ses adversaires. Les Lions doivent aller chercher l'unique place du continent à cette compétition de haut niveau. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.